Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti, il est 15 heures, l'heure de votre information de cette journée. Au sommaire de l'émission. Un atelier sur l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique s'est organisé sous l'égide du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle aujourd'hui. Et des dizaines de milliers de Palestiniens affrontent l'hiver sous des abris précaires avec un froid insupportable. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti dans le cadre du projet national Last Mile mis en œuvre par le Centre d'achat des médicaments, des matériels essentiels, la CAM. Ainsi, le ministre de la Santé a poursuivi sa tournée régionale dans la région d'Arta après les visites réussies de Bok et du Dikil et de Tajora. À son arrivée ici à la préfecture d'Arta, il a été chaleureusement accueilli par le préfet Hassan Dabalé, du président du conseil régional M. Bouh, en présence des autorités administratives, sanitaires et les partenaires locaux. Le ministre a présidé la cérémonie officielle de cette réception d'un important lot trimestriel et de médicaments essentiels et de médicaments destinés aux structures sanitaires de premier niveau de la région. Cette dotation a pour objectif assurer la disponibilité continue des médicaments essentiels dans les centres et postes de santé, ainsi prévenir des ruptures de stock, améliorer la qualité des prestations sanitaires, renforcer également la gestion des traçabilités des entrants des médicaments et garantir également un accès équitable aux soins de proximité pour toutes les populations du pays. Cette démarche régulière s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de renforcer le système de santé et traduit la volonté du ministère d'assurer un approvisionnement régulier et équitable dans toute la région. Dans l'allocution, le préfet de la région d'Arta a exprimé sa gratitude ainsi que la population de cette région d'Arta. Cette mission de terrain illustre l'engagement constant du ministère de la Santé au rapprochement des services publics et des communautés et à consolider l'offre de soins primaires sur l'ensemble du territoire national. Le projet Last Mile confirme ainsi son rôle stratégique dans la modernisation des systèmes d'approvisionnement. Après sa visite dans les chefs-lieux d'Arta, le ministre de la Santé, Ahmed Abdili, et sa délégation se sont rendus dans la localité de l'État où il a présidé la réception d'un important lot de médicaments également, de matériels médicaux destinés aux postes de santé local. À son arrivée sur les lieux, il a été chaleureusement accueilli par le préfet de la région, les élus locaux, le médecin-chef de la région sanitaire d'Arta, ainsi que le directeur de la CAM qui faisait partie de sa délégation. Après cette visite des installations de postes de santé, le ministre a rencontré les élus et les chefs coutumiers pour écouter leurs préoccupations concernant l'accès aux soins, le renforcement des systèmes de santé, l'approvisionnement régulier en médicaments. Il a également réaffirmé l'engagement ferme du ministère à soutenir durablement les structures sanitaires de proximité. Ainsi, à l'issue de cette mission, un iftar collectif en fin de journée a été organisé au chef-lieu d'Arta en l'honneur du personnel sanitaire de la région. Le ministre a salué leur dévouement et a assuré le plein soutien du ministère de la Santé et du tout le département pour cette région de la Souarta. Et dans un extrait, le médecin-chef de la région, la mise en œuvre du projet Last Mile dans la région d'Arta constitue une avancée majeure. On l'écoute. À l'État, dans la sous-préfecture de Karta, dans la région de Arta, pour la livraison des médicaments et en équipements essentiels et médicaux de la CAM, sous l'impulsion du ministère de la Santé, avec la présence de son Excellence, le ministre de la Santé, son Excellence le Dr Ahmed Abdili. Ces médicaments c'est la troisième fois que nous recevons cette livraison de médicaments de la CAM, qui est destinée à tous les postes de santé dans toutes les régions et dans tous les postes de santé dans toutes les régions à Djibouti, qui se fait de façon trimestrielle. Et nous sommes emplis de joie et nous sommes heureux de pouvoir
compter sur le ministère de la Santé et de la CAM pour pouvoir fournir, même dans les régions les plus éloignées, les médicaments, pour pouvoir fournir en médicaments et en produits et équipements essentiels. Éducation cette fois-ci, l'Afrique réhabilitée dans les programmes scolaires. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre indique que l'œuvre scientifique exceptionnelle réalisée sous l'égide de l'UNESCO est le fruit d'une collaboration des chercheurs africains et internationaux. Cette collection, a-t-il rappelé, constitue l'un des projets institutionnels les plus ambitieux visant à restaurer à l'Afrique sa profondeur historique, sa diversité culturelle, ainsi que sa contribution à l'histoire universelle. Et pendant trop longtemps, l'histoire de l'Afrique a été racontée de l'extérieur, parfois fragmentée et réduite à des stéréotypes, a-t-il indiqué. L'initiative de l'UNESCO offre désormais une lecture rigoureuse, plurielle, mettant en lumière les civilités anciennes, les civilisations anciennes, les systèmes politiques élaborés, les réseaux commerciaux dynamiques, les innovations scientifiques et les cultures. Ainsi, le ministre a insisté sur l'importance d'intégrer l'histoire générale de l'Afrique dans les programmes scolaires qu'il considère comme un acte pédagogique politique majeur. Renforcer l'estime de soi pour les élèves, consolider leur identité dans une perspective ouverte et universelle, développer ainsi les esprits critiques et à travers des histoires fondées sur la recherche scientifique et enfin promouvoir les valeurs de la solidarité. L'ambition est de former une génération d'élèves enracinés dans leurs histoires, conscients de l'apport de l'Afrique, les civilisations ainsi mondiales et capables de dialoguer avec le monde tout en faisant confiance à leur histoire. L'allocution parle également de l'école qui ne se limitera pas à la transition des connaissances. Elle constituera un espace collectif de projection vers l'avenir, d'intégration de l'histoire générale. Le ministre formule également le vœu que les travaux des recommandations concrètes opérationnelles se concrétisent dans les plus brefs délais. Il porte sur des nouvelles thématiques, le genre, la jeunesse, l'explosion urbaine, et surtout à intégrer une partie de l'histoire de l'Afrique, par exemple l'accès au pouvoir de Nelson Mandela en Afrique du Sud, l'effondrement de l'apartheid, l'indépendance finale des anciennes colonies portugaises qui ont lutté pendant plusieurs décennies pour pouvoir devenir des États indépendants. Donc ce pan de l'histoire n'existait pas pour une simple raison, c'était l'histoire en cours. Et cette fois-ci, elle est intégrée dans un volume, mais dans la perspective de l'Afrique globale. Le projet de l'histoire générale de l'Afrique vise à éviter la crispation sur des histoires nationales, vise à écrire l'histoire de l'Afrique et des Africains partout dans le monde afin de nous constituer un état d'esprit qui nous permet de faire avancer la jeunesse dans un futur qui soit fier d'être africain, assimiler son histoire, et au-delà des frontières coloniales que nous ne pourrons pas effacer du jour au lendemain, on se veut constructeur d'une future Afrique solidaire, sûre d'elle-même et l'Afrique qui ne reste pas une attention, mais des attentions claires. Voici les propos du ministre. À saluer le travail remarquable accompli sous l'égide de l'UNESCO qui a permis de produire une œuvre scientifique d'une ampleur exceptionnelle. Donc cette collection est le fruit de collaborations de recherche scientifique, africains et internationales, constitue donc l'un des projets intellectuels les plus ambitieux jamais réalisés pour restituer à l'Afrique sa profondeur historique, sa diversité culturelle et sa contribution essentielle à l'histoire universelle. Pendant trop longtemps, l'histoire de l'Afrique a été racontée à l'extérieur, parfois fragmentée, souvent réduite à des épisodes douloureux ou à des stéréotypes. L'initiative de l'UNESCO a permis donc de proposer autre chose, une autre manière de voir l'Afrique, une lecture donc rigoureuse, documentée
et pluriel qui met en lumière les civilisations anciennes, les systèmes politiques élaborés, les réseaux commerciaux dynamiques, les innovations scientifiques et culturelles, ainsi que les résistances et les luttes pour la dignité. Donc intégrer l'histoire générale de l'Afrique dans nos programmes scolaires, ce n'est pas un simple rajout des chapitres dans un manuel, mais c'est, comme l'a très bien dit tout à l'heure, un acte pédagogique et un acte politique majeur. C'est renforcer l'estime de soi-même, c'est consolider leur identité dans une perspective ouverte et universelle, c'est également développer leur esprit critique à travers une histoire fondée à la recherche scientifique, sur la recherche scientifique, également promouvoir les valeurs de solidarité, de résilience et d'unité africaine. Notre ambition, elle est claire, c'est former donc une génération d'élèves enracinés dans leur histoire, conscients de l'apport de l'Afrique à la civilisation mondiale et capables de dialoguer avec le monde en toute confiance. Il est donc clair que l'école n'est pas un simple lieu de transmission des connaissances, elle est un espace de construction de la mémoire collective et des projections, bien sûr, vers l'avenir. Donc, en intégrant l'histoire générale de l'Afrique dans nos programmes, nous faisons le choix d'une école qui réconcilie savoir, identité et ouverture. Donc, Inch'Allah, je formule le vœu que nos travaux aboutissent, bien sûr, à des recommandations concrètes, réalistes et opérationnelles, afin que cette intégration ne demeure pas juste une intention, mais devienne vraiment une réalité effective dans nos classes et donc auprès de nos élèves. Moustapha Mohamed Mahmoud, donc c'était le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, restant dans le même registre. Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé au Centre de formation de l'Éducation nationale une cérémonie de clôture de projet de renforcement des capacités des enseignants préscolaires. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du MEMFAB, Mohamed Abdallah Mahayoub, en présence du représentant de l'UNICEF, de la directrice du CFN, de l'inspecteur général de la pédagogie, Cheikh Abdoulaye Farah, de l'inspectrice de la préscolaire, Nagla Mohamed, ainsi que des encadreurs et enseignants bénéficiaires du projet. Les parents d'élèves ainsi que les élèves de préscolaire ont également participé à cet événement. Cette initiative qui vise à améliorer durablement la qualité de l'éducation préscolaire à travers l'adoption des pratiques pédagogiques innovantes centrées sur la pédagogie ludique, l'approche éducative, tout en mettant tout en œuvre. Ainsi, stimulant la curiosité, la créativité, le développement global de l'enfant, en favorisant ainsi son apprentissage adapté à son rythme et à ses besoins. Dans une allocution faite à cette occasion, le secrétaire général du MEMFAB a salué l'engagement des enseignants formés et a rappelé à l'importance stratégique de l'éducation préscolaire pour établir des bases éducatives solides. Il a souligné que l'investissement ainsi sur des formations continues, des enseignements et des enseignants constituent un pilier essentiel. La représentante de l'UNICEF a réaffirmé l'engagement de son organisation, accompagner le MEMFAB dans la promotion de l'éducation inclusive de qualité. Cette cérémonie a été marquée par la remise officielle de certificats aux enseignants formés, symbolisant l'achèvement de leur parcours en reconnaissance à leur engagement en faveur de l'éducation préscolaire de qualité. Cet événement qui a illustré la mobilisation collective des acteurs du secteur éducatif autour d'une vision commune, offrir aux enfants un environnement d'apprentissage stimulant, sécurisé, propice à la réussite. Des enfants qui éclairent encore une fois notre journée et même notre semaine. Et donc je tiens aussi à féliciter le travail remarquable qui a été effectué sous la direction de Madame l'inspectrice du préscolaire sur ce projet de renforcement des capacités des enseignants sur la pédagogie ludique. Donc, soyez les bienvenus au CFN. Voici à présent les propos du directeur général de la pédagogie. Je suis heureux aujourd'hui de participer
la formation des enseignants, sur le renforcement des capacités sur la pédagogie active. Moi, je voulais remercier, féliciter les enseignants et surtout l'inspectrice de son équipe qui sont engagés dans ce projet. Et je réitère mon soutien pour son engagement et son leadership. Je vous propose à présent de suivre le directeur général de MEMFAB. Il a été démontré que le préscolaire a un impact très positif sur le cursus scolaire de l'enfant et de sa réussite aussi. C'est pourquoi donc le ministère, depuis les colloques de 2016, cherche à généraliser de manière progressive l'enseignement préscolaire. Cet enseignement nécessite et exige beaucoup de conditions, notamment un effectif très réduit, de 25 à 30 élèves, du matériel, des équipements, des salles spécialisées. Donc le ministère mobilise tous les moyens nécessaires pour généraliser cet enseignement de manière progressive. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous avons multiplié par 10 ou plus l'enseignement préscolaire à Djibouti. Dans notre plan d'action de 2021-2025, nous avons pu installer ou construire ou réhabiliter des salles de préscolaire dans presque tous les établissements. Ceci donc, nous amène à un taux qui avoisine les 70% de scolarisation. Et notre objectif d'ici 2030, c'est d'avoir un taux de 100%, une généralisation totale des préscolaires dans les établissements scolaires. Ça nécessite beaucoup de moyens, mais ça nécessite aussi donc beaucoup de formations. Et dans le concours de recrutement, comme vous l'avez constaté, depuis déjà plusieurs années, il y a au moins 50 postes qui sont créés pour les postes de préscolaire. Ceci pour vous dire que l'importance que revêt l'enseignement ou l'éducation préscolaire à Djibouti. Et je voudrais donc ici encourager toutes les enseignantes et tous les enseignants qui œuvrent tous les matins, tous les jours, pour que cet enseignement qui est dispensé à nos enfants soit un enseignement de qualité. Et à leur tête, donc l'inspection du préscolaire, donc l'inspection générale et les services. C'était donc les propos du secrétaire général auprès de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahayoub, suivant à présent une série d'interventions recueillies entre cette journée. Ahmed Adine, je suis enseignant de la classe préscolaire à l'école des Tours Uspo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une journée porte ouverte dédiée aux enfants du préscolaire. À travers cette journée, nous souhaitons mettre en valeur le jeu ludique qui occupe une place très importante dans l'apprentissage des jeunes enfants. Donc, l'objectif principal de cette journée porte ouverte est de montrer que pour les enfants du préscolaire, le jeu est un moyen essentiel d'apprentissage. Tout en jouant, les enfants apprennent à réfléchir, à communiquer, à coopérer et à développer leurs capacités tout en s'amusant. Je suis également très heureux de faire partie des enseignants récompensés aujourd'hui. Je remercie également à notre directeur, M. Hassan Farah, pour son soutien constant, ainsi qu'à ma conseillère pédagogique et l'inspectrice. Et sans oublier, je remercie aussi à toute l'équipe, tous les conseillers pédagogiques, les formateurs, la chef de projet. Et merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, donc, c'est Madame Nagla, je suis inspectrice du préscolaire. Et nous avons clôturé aujourd'hui un projet qui a duré plusieurs mois et qui a porté sur le développement des compétences des enseignants du préscolaire autour de la pédagogie ludique. Ce projet, donc soutenu par l'UNICEF, que je remercie en passant, a touché une vingtaine d'enseignants répartis dans 8 écoles de la capitale. Et son objectif principal était la formation des enseignants autour de la pédagogie ludique et qui aboutirait à la production d'un guide d'activités ludiques. Ce guide existe aujourd'hui. C'est le premier guide d'activités ludiques qui existe à Djibouti. Nous sommes fiers, l'équipe du préscolaire est fière de la conception de ce guide. Et nous remercions l'ensemble des concepteurs, autrement dit les enseignants, qui n'ont pas ménagé leur effort pour que ce guide puisse voir le jour.
Nous remercions aussi les conseillers pédagogiques et les formateurs qui ont contribué de par leurs activités de relecture et de supervision à la production de ce guide. Dans la page sport distribution, lutte contre le dopage et formation des sensibilisations dans le rôle des émissions du ACD. Le stade Gouleda accueille le lancement officiel d'une formation de sensibilisation consacrée au rôle et mission des agents de contrôle de dopage ACD, aux initiatives qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'intégrité de l'éthique dans le sport djiboutien. Organisée par le secrétaire d'État chargé au sport, cette session de formation dispensée par le directeur général également, représentant de Djibouti auprès de l'organisation régionale antidopage, appuyée par des cadres du secrétaire d'État chargé au sport, Ibrahim Hassan Mohamed et M. Hussein Ibrahim Darar, eux-mêmes agents de contrôle. Monsieur Idriss Abdellahi Saïd, chirurgien vice-calcaire, du médecin référent en matière d'antidopage, figure également parmi les formateurs. Son expertise médicale vient renforcer le contenu scientifique et réglementaire de cette session, notamment dans les questions liées aux substances interdites, aux impacts psychologiques, au dopage et également dans les cadres des jeux sanitaires. Les enjeux sanitaires dans le sport, initiative qui vise à mieux outiller les techniciens des différentes fédérations sportives, principalement bénéficiaires de cette formation, afin de leur permettre de comprendre les mécanismes de contrôle d'antidopage et les responsabilités de la CD, ainsi que les procédures à suivre lors de ces opérations de prélèvement de contrôle. Durant 2 jours, les participants bénéficieront d'un programme structuré alliant théorie et pratique. La première journée est consacrée aux aspects réglementaires, les institutions et de lutte contre le dopage, les cadres juridiques, les normes internationales, les droits et devoirs des sportifs et dans le cadre des encadrements. Et à travers cette formation, le secrétaire d'État chargé au sport réaffirme son engagement à promouvoir un sport et dans le cadre de ce sport, protéger ses joueurs. Voici un extrait du directeur des sports. Donc sachez que ces dernières années, nos athlètes sont testés régulièrement en compétition ou bien en hors compétition. Ici en République de Djibouti, mais également à l'extérieur lors des compétitions. Récemment, il y a quelques jours de cela, nous avons testé lors du semi-marathon international de Djibouti les 2 premiers garçons djiboutiens, les 2 premiers athlètes étrangers et également les 2 premières dames qui ont gagné les 5 km. Donc sachez que les athlètes que vous représentez, les athlètes dont vous avez la charge, ou bien si ici nous avons aussi des athlètes, donc sachez qu'il y aura constamment des tests. Ici à Djibouti, à l'extérieur, en hors compétition, en compétition. Et que ce n'est pas des choses qu'on va vous dire, c'est seulement c'est par surprise. Nous, au niveau du ministère, nous envoyons la liste de tous les athlètes. En qualité de directeur des sports, je déclare ouvert cette formation très importante qui consiste, ou bien intitulée « Rôle et mission des agents de contrôle antidopage ». Régional, la présidente de l'Union africaine adopte la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique. Le sommet de l'Union africaine a officiellement adopté la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique, marquant une étape politique mémorable majeur au niveau continental. Ce texte constitue l'aboutissement des travaux des conférences internationales sur les crimes coloniaux en Afrique tenues en Alger le 30 novembre et jusqu'au 1er décembre 2025. L'adoption de cette déclaration traduit la volonté des États membres de l'Union africaine de promouvoir un cadre commun pour la mémoire, la justice et la préservation des droits des peuples africains afin de faire face aux séquelles historiques et coloniales. Crise humanitaire aggravée à Gaza, des dizaines de milliers de familles affrontent l'hiver sous des abris précaires. Les Palestiniens, à travers la bande de Gaza, vivent des situations humanitaires extrêmement difficiles, contraignant d'affronter le mois d'hiver avec des abris
pas adéquat et une protection quasi inexistante contre les intempéries. Des dizaines de milliers de familles résident actuellement dans des tentes de fortune incapables de résister aux fortes pluies et aux tempêtes. Sur le terrain, de nombreux tentes ont été inondées et plusieurs autres pris à raison des intempéries. Malgré un cessez-le-feu conclu en octobre dernier, Israël maintient les restrictions à l'entrée d'aide humanitaire, limitant ainsi les capacités des organisations de secours fournir des matériaux d'abri adéquats ainsi que des fournitures médicales et alimentaires indispensables. Et nous terminons sur les lancements de la 18e édition des Tours de Rwanda. Ainsi, dans un contexte de dynamique sportive nationale, cette 18e édition du Tour de Rwanda a officiellement débuté au Rwanda avec la compétition du 22 février au 1er mars, confirmant son statut parmi le rendez-vous des cyclistes les plus prestigieux. Cette édition intervient quelques mois seulement après le succès retentissant des championnats du monde du cyclisme sur la route 2025 organisé dans la capitale à Kigali, un événement historique qui a renforcé la visibilité internationale du pays et marqué une étape majeure pour le cyclisme rwandais. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. C'était le journal de l'information. On se retrouve à 22h pour une nouvelle info.